C'est le destin d'une orpheline brisée qui a juré de transformer chaque maison en tombe, chaque rire en cri. Une histoire de vengeance, de douleur et de ténèbres, où chaque pas vous entraîne plus loin dans l'horreur. Restez jusqu'à la fin et abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. La pluie tombait ce soir-là comme une malédiction. Dans une petite maison délabrée, une enfant fixait les portraits de ses parents posés sur une table froide. Ils n'étaient plus là, arraché à elle par un accident brutal qui avait laissé derrière lui un vide impossible à combler. Les voisins chuchotaient, déposaient quelques assiettes devant sa porte, mais aucun ne franchissait vraiment le seuil. La compassion était bruyante à distance, mais silencieuse quand il fallait tendre la main. Rapidement, la fillette comprit que personne ne viendrait la sauver. Les services sociaux parlèrent de manque, de retard, d'impossibilité. Des mots compliqués qui ne signifiaient qu'une seule chose. Elle allait devoir survivre seule. Et chaque fois qu'elle croisait le regard d'une famille unie, chaque éclat de rire d'un enfant porté par ses parents devenait une blessure de plus, une insulte jetée à sa solitude. Cette nuit-là, dans le silence de sa chambre, quelque chose se brisa en elle. Elle regarda les portraits de ses parents et serra dans sa main un morceau de tissu blanc, dernier vestige de son ancienne vie. Puis, avec une voix basse et glaciale, elle fit un serment que personne n'entendit. Si la vie m'a volé mes parents, alors moi, je volerai les parents aux autres. Dès cet instant, son destin bascula. L'orpheline n'était plus une victime, elle devenait une menace silencieuse. Et bientôt, le monde apprendrait à craindre son nom. Les jours passèrent, mais la promesse de l'orpheline ne faiblissait pas. Elle observait le monde autour d'elle avec un regard nouveau, un regard froid, calculateur, comme si chaque rire d'enfant devenait une provocation, chaque étreinte parentale une gifle invisible. Un soir, elle s'arrêta au coin d'une rue. Devant elle, une famille riait en rentrant du marché. Le père portait un sac sur l'épaule, la mère tenait la main de leur fils. Un tableau banal, mais pour elle, insupportable. C'est à ce moment précis qu'elle décida, ce sera eux, les premiers. Pendant plusieurs jours, elle les suivit de loin. Elle apprit leurs habitudes, leurs horaires, les chemins qu'ils empruntaient. Elle observait, notait, retenait chaque détail. Rien n'était laissé au hasard. L'orpheline n'allait pas frapper aveuglément. Elle voulait que son geste ait du sens. Elle voulait que cet enfant connaisse la même douleur qu'elle. Puis, une nuit, elle passa à l'action. Le père ne rentra jamais. Le lendemain, la mère non plus. La ville pleura un accident tragique. Mais derrière cette façade, une seule vérité existait. L'orpheline venait d'accomplir son serment. Et pour la première fois, elle sentit une étrange satisfaction. Le petit garçon, désormais seul, fut confié à un orphelinat débordé. Elle passa devant, dissimulée dans la foule, et observa son regard perdu. Un sourire imperceptible traversa ses lèvres. Elle venait de créer son premier miroir, un enfant comme elle, condamné à l'abandon. Ce n'était qu'un début. Dans son esprit, une logique glaciale s'installait. Elle allait transformer la ville entière en un orphelinat à ciel ouvert. Après la première mission, quelque chose de nouveau grandit en elle. Non plus seulement la haine, mais une méthode, une logique froide qui donnait à sa colère un sens terrible. Ce n'était plus un cri isolé, c'était une intention qui se transformait en œuvre. Elle comprit vite que la violence la plus efficace n'était pas la violence spectaculaire. Les drames qui passent pour des malheurs acceptés attirent moins l'attention. Alors elle devint patiente. Elle passa ses journées à observer. Elle apprit les routines, les horaires, les petites failles de la vie ordinaire. Elle n'enseignait pas ses gestes. Elle lisait les habitudes des autres comme on lit un livre ouvert. Ce qui la caractérisait maintenant, c'était la discrétion. Aucun geste inutile, aucun éclat. Toujours se fondre dans la foule, sourire quand il le fallait, disparaître quand la lumière devenait trop forte. Elle laissait rarement une trace reconnaissable. Mais pour elle, laisser une trace était aussi un rituel. Un petit morceau de tissu blanc, plié, caché près de chaque drame. Ce tissu devint plus qu'un souvenir. Il devint sa signature, l'empreinte silencieuse d'un jugement qu'elle portait. À mesure que les mois passèrent, d'autres foyers furent frappés. Les autorités parlaient d'une série de malchances. La rumeur d'une malédiction formait des murs invisibles autour des familles. Les voisins se murèrent dans la peur.
Des réunions se tinrent dans la nervosité, des lumières restèrent allumées la nuit. Aucun lien visible entre les événements n'apparaissait aux yeux de tous, sauf peut-être à ceux qui regardaient assez longtemps. L'orpheline, elle, voyait les conséquences. Elle voyait des enfants placés sous la houlette d'un système débordé, des visages qui perdaient la couleur, des écoles qui se remplissaient de petites vies brisées. Et à chaque fois, une satisfaction glacée la traversait. Son projet avançait. Elle commençait à mesurer l'impact non plus en victime, mais en transformation. Là où il y avait une famille, désormais il y avait un enfant seul. Mais ce n'était pas que cruauté mécanique. Il y avait dans ses gestes des nuées d'émotions contradictoires. Parfois, quand la nuit s'étendait et que la ville se taisait, elle s'asseyait parmi ses enfants abandonnés et leur donnait un repas, une couverture, une règle. Elle enseignait l'urgence de survivre, la ruse pour tenir. Dans ces moments, elle pouvait presque ressembler à une mère, austère, dure, mais attentive. Les enfants la regardaient avec une gratitude qui lui donnait une puissance que la vengeance pure ne lui offrait pas. Elle formait sa propre petite communauté d'ombre. Elle faisait en sorte que ses enfants soient reconnaissants envers celle qui avait creusé leur destin. Peu à peu, une légende silencieuse prit naissance dans les ruelles, celle d'une femme aux gestes discrets qui apparaissait parfois pour remettre un jouet, un vêtement, un mot rassurant, puis disparaissait. Pour certains, elle était une fée troublante, pour d'autres, la cause de tout. Cette ambivalence renforçait encore son mystère. Dans l'intimité de ses nuits, elle rédigeait des listes. Pas des listes de meurtres, mais des noms et des raisons. Pourquoi cette famille? Pourquoi maintenant? Elle rationalisait son geste avec des mots qui lui semblaient justes. Ils ont eu plus que leur part, écrivait-elle. Ils ont ri quand notre maison brûlait. Son carnet devint un livre froid où la douleur trouvait une forme organisée. Mais plus elle réussissait, plus l'écart entre la réalité de ses actes et la vision qu'elle en avait se creusait. La ville n'était pas une entité abstraite, c'était des visages qui souffraient. Et malgré toute la logique qu'elle déployait, une question persistait parfois au fond d'elle. À quoi sert de créer des orphelins si personne ne peut réparer ce qu'elle a cassé? Elle n'eut pas le temps de répondre à cette question, car l'horizon se fissurait. Des regards commençaient à s'attarder sur les lieux des drames. Une journaliste curieuse remontait des coïncidences, des murmures de patterns parcouraient les marchés. Et surtout, une présence imprévue apparut. Une femme aux yeux perçants, toujours accompagnée d'un chien. Elle n'était pas une figure officielle. Elle n'était pas une justicière en costume. Elle était une ombre organisée, une femme qui savait lire les traces que les autres laissaient. La première rencontre entre la tueuse et cette présence fut une collision d'ombres. Dans la brume d'un matin, la femme au chien passa devant l'un de ces foyers improvisés, huma l'air, remarqua l'odeur d'un tissu lavé trop souvent, remarqua la trace d'un geste répété. Elle ne parla pas, mais son regard demeura. La tueuse sentit pour la première fois qu'elle n'était peut-être plus seule dans le jeu. Ce soir-là, dans la petite maison où elle gardait un groupe d'enfants, la tueuse retira doucement le morceau de tissu blanc qu'elle gardait dans sa poche et le posa sur la table. Elle regarda les enfants dormir, leur respiration lente et fragile, et pour la première fois depuis longtemps, un remous inconfortable traversa sa poitrine. Le plan continuait, la logique ne cédait pas, mais quelque chose d'autre, subtil et nouveau, venait de s'immiscer. La peur d'être vue, la possibilité d'être suivie, la fragilité d'un empire fondé sur la douleur. Elle essuya cette faiblesse comme on essuie une tache, replia le tissu et l'enferma dans un tiroir. Demain, elle reprendra le travail. Demain, d'autres foyers sombreront. Mais quelque part, au coin des ruelles, un chien aboyait de plus en plus près, et un œil humain observait, patient, intelligent, prêt à tisser la toile qui finirait peut-être par l'enfermer. Cliffhanger. Demain, un autre rire s'éteindra. Mais cette fois, quelqu'un a commencé à regarder, à compter, à relier les points. La chasse commence. La ville commençait à trembler sous le poids des malheurs. Trop d'accidents, trop de drames. Des pères disparus, des mères arrachées à leurs enfants, et toujours les mêmes survivants, des petits laissés seuls, livrés à la pitié d'institutions débordées. Pourtant, au milieu du chaos,
Quelques regards commencèrent à remarquer ce que d'autres refusaient de voir. Une journaliste locale, obstinée, alignait les articles découpés. Elle notait les dates, les lieux, les circonstances. Et plus elle écrivait, plus une vérité glaçante s'imposait. Rien de tout cela n'était une suite de hasards. Chaque drame portait une étrange similitude. Toujours une famille entière. Toujours un enfant laissé derrière. Et parfois, à la marge d'une photo ou d'un témoignage, revenait l'image d'une silhouette discrète. Une jeune femme, présente, mais jamais interrogée. Dans les rues, les murmures se multipliaient. Certains parlaient d'une malédiction, d'autres d'un esprit vengeur. Mais la journaliste savait que ce n'était pas du surnaturel. Derrière ces larmes, il y avait une main humaine. Un soir, elle suivit son instinct. Devant un foyer d'orphelins, elle s'attarda. Et dans l'ombre, elle la vit. L'orpheline devenue femme, debout, observant les enfants par la fenêtre. Pas un mot, pas un geste. Juste ce regard fixe qui semblait se nourrir de la douleur des autres. La journaliste eut un frisson. Elle n'avait pas encore de preuves, mais au fond d'elle, elle savait. Elle venait de croiser celle qui transformait des familles entières en ruines. Et déjà, ailleurs dans la ville, une autre menace silencieuse se préparait. Une femme mystérieuse, toujours accompagnée d'un chien, venait de mettre un premier pas sur ses traces. Alors que la journaliste reliait les points dans le secret de son bureau, une autre figure apparaissait dans la ville. On l'appelait simplement la femme au chien. Personne ne savait vraiment qui elle était, ni d'où elle venait, mais son pas était assuré, son regard précis, et son compagnon à quatre pattes semblait posséder un instinct que les hommes n'avaient plus. Le chien reniflait les rues comme s'il cherchait une odeur que personne ne pouvait sentir. Et souvent, il s'arrêtait devant les maisons où des drames avaient eu lieu. La femme notait en silence chaque réaction. Elle n'avait pas besoin de mots. Ses yeux disaient tout. Elle avait compris que quelque chose rôdait dans l'ombre, quelque chose de plus humain que surnaturel. Un soir, elle croisa le chemin de la tueuse. Une rencontre banale en apparence. Deux silhouettes dans une ruelle, un bref échange de regards. Mais le chien, lui, s'arrêta net. Il grogna faiblement, les poils hérissés. La tueuse détourna les yeux, continua sa marche, mais au fond d'elle, un frisson lui traversa l'échine. C'était la première fois qu'elle sentait qu'on la voyait. Pas comme une passante anonyme, pas comme une ombre invisible, mais comme une proie. La femme au chien ne dit rien. Elle se contenta de suivre de loin, traçant un chemin invisible entre ses pas et ceux de la tueuse. Et cette nuit-là, pour la première fois, l'orpheline sentit une peur qu'elle ne connaissait pas, celle d'être découverte. Le tissu blanc qu'elle gardait comme signature lui sembla soudain trop visible, trop lourd. Elle le serra dans sa poche comme si elle pouvait en effacer la trace. Mais au loin, dans le silence, un aboiement retentit, comme une promesse de vérité. La ville vivait encore dans la peur, mais désormais une traque silencieuse avait commencé. La femme au chien suivait l'orpheline de loin, patiemment, comme un chasseur qui ne se précipite jamais. Elle ne cherchait pas à l'affronter, pas encore. Elle voulait comprendre, rassembler les preuves que personne d'autre n'avait su voir. Chaque fois qu'un nouveau drame frappait, elle arrivait discrètement sur les lieux. Le chien, le museau au sol, retrouvait toujours une piste ténue. L'odeur d'un tissu lavé trop souvent, une empreinte légère dans la boue, un parfum effacé mais persistant. Des traces infimes que les enquêteurs ignoraient, mais que le flair du chien transformait en certitude. De son côté, la tueuse commençait à commettre de petites erreurs. Elle était devenue trop confiante. Un témoin l'aperçut, une silhouette brève derrière une vitre. Une caméra de surveillance la captura de loin, floue, mais assez pour laisser deviner une présence récurrente. Rien de concret, pas encore, mais des ombres commençaient à dessiner son portrait. La femme au chien notait tout. Les dates, les lieux, les visages croisés. Elle avait compris le motif. Des familles détruites, des enfants laissés seuls. Et plus elle assemblait les pièces, plus une image glaçante apparaissait. Ces tragédies n'étaient pas le fruit du hasard, mais l'œuvre d'une main unique. Pendant ce temps, l'orpheline sentait le piège se resserrer, même si elle refusait de l'admettre. Dans la solitude de ces nuits, elle reprenait le morceau de tissu blanc, le serrait si fort que ses doigts blanchissaient. C'était sa signature, son symbole. Mais désormais, elle se demandait si ce n'était pas aussi son erreur. Un soir, alors qu'elle observait une nouvelle famille qu'elle avait choisie,
elle eut un sursaut. Au coin de la rue, dans l'ombre, deux yeux brillaient. Pas ceux d'un humain, mais ceux du chien. Il la fixait, immobile, comme s'il venait de la reconnaître. Et derrière lui, la silhouette de la femme s'avançait, lente, déterminée. La ville ignorait encore que deux forces s'affrontaient déjà dans ses ruelles. D'un côté, l'orpheline devenue meurtrière, invisible, insaisissable. De l'autre, la femme au chien, patiente, méthodique, traçant son chemin dans l'ombre. Leur premier véritable duel ne fut pas fait de mots ni d'armes, mais de regards et de silence. La tueuse, consciente d'être suivie, changeait soudain de trottoir, empruntait des chemins sinueux, se glissait dans des ruelles étroites pour disparaître. Mais toujours au détour d'un coin, elle retrouvait ce regard. Le chien, museau bas, avançait comme s'il n'avait jamais perdu la piste. Alors commença une guerre invisible. Chaque geste devenait une provocation. Chaque absence, un piège. L'orpheline laissait volontairement tomber un objet sur le sol, comme pour tester. La femme le ramassait, le rangeait soigneusement dans une poche, preuve silencieuse qu'elle ne la lâcherait pas. La tension monta quand la tueuse osa s'approcher d'un nouveau foyer d'enfants. La femme au chien apparut avant elle, immobile devant la porte, comme pour lui barrer le passage. Aucun mot, juste une barrière muette, un avertissement qui n'avait pas besoin de voix. Les jours qui suivirent, la ville devint leur échiquier. La tueuse avançait ses pions, choisissant de nouvelles cibles. La femme au chien déjouait ses plans en silence, brouillant ses pistes, protégeant ceux qu'elle surveillait. C'était une danse de l'ombre, une chasse où chacune testait les limites de l'autre. Mais dans ce duel, une différence cruciale se dessinait. La tueuse jouait seule. La femme, elle, avait un allié infatigable, un animal au flair infaillible qui ne connaissait ni peur ni mensonge. Et un soir, alors que l'orpheline croyait avoir semé son ennemi dans les ruelles, elle se retourna et découvrit le chien, assis dans l'ombre, la fixant comme une statue vivante. Ce fut ce soir-là qu'elle comprit que son invisibilité était en train de disparaître, et que pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus la seule prédatrice dans la nuit. Les disparitions et les drames s'accumulaient. La ville, épuisée par tant de malheurs, sombrait dans une peur presque religieuse. On parlait d'une malédiction, d'un sort jeté sur les familles. Mais deux femmes savaient que ce n'était pas du surnaturel. Derrière ces tragédies se cachait une seule main. La journaliste, obsédée par ces dossiers, avait enfin trouvé un fil rouge. Les dates, les lieux, les circonstances, tout pointait vers une logique invisible aux yeux des autres. Et c'est en cherchant des réponses qu'elle croisa la femme au chien. Elle n'avait pas besoin de longues explications. Leurs regards se suffirent. L'une détenait les mots, l'autre les preuves. Ensemble, elles allaient tisser le piège. Dès lors, chaque pas de l'orpheline fut suivi de près. Des notes s'accumulaient. Des témoignages étaient recueillis discrètement. Le chien, lui, traçait une ligne invisible entre les lieux des drames et la même silhouette qui toujours apparaissait en arrière-plan. La vérité prenait forme, comme un visage qui sort lentement de l'ombre. Mais la tueuse, malgré son intelligence, commençait à sentir la menace. Ses plans, autrefois parfaits, étaient désormais perturbés. Des témoins trop curieux surgissaient au mauvais moment. Des enfants qu'elle avait laissés derrière murmuraient son nom dans leurs cauchemars. Le filet se resserrait et elle le savait. Alors, une nuit, elle fit ce qu'elle n'avait jamais osé faire auparavant. Elle retourna à la chasse. Elle suivit à son tour la journaliste, guettant son pas, ses habitudes, son itinéraire. Car si le monde voulait lui tendre un piège, elle comptait bien prouver qu'elle pouvait frapper la première. Dans le silence, la guerre invisible venait de basculer. La proie devenait prédatrice, et les ombres de la ville se préparaient à une confrontation que personne n'avait encore imaginée. La tension avait atteint son paroxysme. Pendant des mois, l'orpheline avait semé la terreur sans jamais être inquiétée. Mais désormais, ses ennemis invisibles s'étaient rapprochés. La journaliste avait accumulé les preuves. La femme au chien, elle, possédait l'instinct qui ne trompait jamais. Ensemble, elles avaient transformé la traque en piège. Une nuit, tout bascula. La tueuse s'était approchée d'une nouvelle famille, prête à frapper encore. Mais cette fois, la rue n'était pas silencieuse. Dans l'ombre, des pas lents se firent entendre. Le chien grogna, son museau pointé dans sa direction. Et derrière lui, la femme était là. Pas un mot, pas une hésitation. Juste ce regard qui transperçait les ténèbres.
l'orpheline comprit qu'elle était encerclée. La journaliste surgit d'une autre ruelle, appareil photo en main, flash prêt à briser son anonymat. Elle avait tout prévu. Chaque issue était bloquée. La tueuse, pour la première fois, sentit ses mains trembler. Alors, dans un dernier éclat de rage, elle tenta de fuir. Elle courut à travers les ruelles, mais le chien la poursuivait, infatigable, ses aboiements déchirant la nuit. Les habitants se réveillaient, les lumières s'allumaient, et partout où elle passait, des regards se posaient enfin sur elle. Sa légende d'invisibilité venait de s'effondrer. Elle fut arrêtée, menottée sous les cris de ceux qu'elle avait brisés. Les enfants devenus orphelins la regardaient avec des yeux remplis de haine et de larmes. Elle n'était plus une ombre. Elle n'était plus un mythe. Elle n'était plus qu'une femme démasquée. Le procès qui suivit fut un spectacle pour toute la ville. On l'exhiba comme un monstre. On la jugea comme une bête. Mais elle, assise dans le box des accusés, gardait ce même sourire froid, comme si elle savait que tout n'était pas terminé. Car pour elle, même derrière les barreaux, un serment ne s'éteint jamais. La prison devint son dernier théâtre. Derrière les murs gris, l'orpheline déchue vivait entourée de silence et de regards hostiles. Mais même enfermée, elle gardait cette aura inquiétante. Certains détenus la craignaient, d'autres l'admiraient en secret. Elle n'était pas une prisonnière ordinaire. Elle était celle qui avait osé défier la société entière. Ses journées se ressemblaient. Marche dans la cour, repas froid, solitude dans sa cellule. Pourtant, dans son regard, il y avait toujours cette étincelle glaciale, comme si sa vengeance continuait de brûler. Elle n'avait pas renoncé. Son serment vivait encore, enfermé avec elle. Mais le monde extérieur, lui, n'avait pas oublié. La femme au chien continuait de veiller et la journaliste attendait la moindre faille. La justice avait parlé, mais pour certains, la condamnation ne suffisait pas. Il fallait une fin. Un soir, le destin se présenta sous une forme inattendue. L'un des gardiens, incapable de supporter plus longtemps son sourire de défi, décida d'agir. Pour lui, elle ne méritait pas de respirer encore. Dans la pénombre de la cour, il sortit son arme. Un seul coup brisa le silence. L'orpheline s'effondra, le morceau de tissu blanc glissant de sa main. Le symbole de toute sa vie tomba dans la poussière. Elle n'eut pas de dernière parole, seulement ce regard fixe, figé entre défi et soulagement. Ainsi s'acheva l'histoire de l'enfant devenu bourreau. Elle avait transformé des rires en larmes, des familles en orphelins, jusqu'à ce que sa propre vie soit arrachée à son tour. La ville respira enfin, mais ses cicatrices restèrent. Les enfants qu'elle avait condamnés grandirent avec une question sans réponse. Étaient-ils des victimes ou les héritiers d'une malédiction? Et quelque part, dans les dossiers de la journaliste, un petit bout de tissu blanc fut conservé comme preuve. Preuve qu'une seule promesse, faite par une enfant brisée, avait suffi à plonger une ville entière dans l'ombre.